Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier numéro des 52 minutes d'Ecom France de l'année 2024. Donc, comme vous le savez maintenant, c'est un rendez-vous mensuel que Ecom France vous propose et qui donne la parole aux professionnels des musées, qui vous donnent la parole. J'ai le plaisir aujourd'hui d'animer ce rendez-vous en l'absence d'Émilie Girard, présidente d'Ecom France, que je salue. Je crois qu'elle doit essayer de nous suivre, mais qu'elle craignait d'avoir quelques problèmes de connexion. Et aujourd'hui, pour cette dernière séance de l'année 2024, nous allons évoquer un sujet ô combien important qui nous concerne tous et auquel nous consacrons au sein d'Ecom France beaucoup d'actions, beaucoup de temps d'échange, de temps de parole. Donc l'impact de la transition écologique et énergétique sur nos pratiques. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Karine Duquesnoy. Bonjour Karine. Donc vous êtes haute fonctionnaire à la transition écologique et au développement durable du ministère de la Culture depuis juin 2023. Et donc vous allez nous présenter aujourd'hui et Ah non, partager mais c'est avec l'enfer nous. là. Moi, j'ai essayé de faire la. Ah, j'entends. Ils m'entendent pas. Il y a un petit souci de son, non? Non, tout va bien? Donc, vous allez partager avec nous différents outils, différents référentiels, différents guides, formations qui ont été initiés et produits par le ministère de la Culture pour justement nous accompagner, nous, professionnels de la culture et plus particulièrement des musées. Des outils pour faire évoluer nos pratiques. Et je pense qu'on verra notamment que, comme Monsieur Jourdain, qui faisait de la prose sans le savoir, il y a peut-être, nous avons peut-être déjà mis, nous, en place un certain nombre de process et de manières de faire pour se positionner dans une démarche éco-responsable. Et je crois que vous avez pas mal de bonnes nouvelles à nous apporter, justement, un petit bilan de vos activités et de ces actions proposées aux professionnels des musées. Avant cela, je voulais juste rappeler deux, trois petites choses concernant justement les actions portées par Ecom France dans le cadre de ces objectifs d'éco-responsabilité qui sont vraiment au cœur de nos actions, puisque nos dernières journées professionnelles qui ont eu lieu à Reims le 27 septembre dernier avaient pour thématique la décroissance. Penser le musée de demain, la décroissance en question, qu'est-ce que ça signifie dans toutes les facettes de nos activités. Je vous invite à revoir les captations de cette journée sur le site internet d'Ecom France. Et donc, pour votre information, et je remercie Anne-Claude Maurice de m'avoir donné l'info, les actes de ce congrès seront disponibles en version numérique dans quelques jours, avant Noël. Ce sera notre cadeau de Noël et en version imprimée lors du salon Muséum Connexion, dont je vous dirai un tout petit mot à la fin de ces 52 minutes. Et puis bien sûr, donc Ecom France est partie prenante dans des projets que sont les deux grands projets référentiel carbone et prenons le contrôle du climat. Peut-être que Karine vous en dira un petit mot avec Alternative Verte, je ne sais pas. En tout cas, pour plus d'informations, vous pouvez tout retrouver sur le site internet d'Ecom France. Et je voulais également parler d'un nouveau projet pour lequel Ecom France est partenaire à l'échelle européenne qui concerne l'impact de l'eau sur les sites du patrimoine, Refresh. Vous pouvez également retrouver toutes ces infos sur notre site. Karine, je vous cède la parole. Voilà, donc comme d'habitude, 20-25 minutes de présentation et puis ensuite on pourra échanger avec les auditeurs qui nous suivent. Merci Laure et bonjour à toutes et tous. Et très heureuse de partager ce moment avec vous. Alors nous sommes pour un certain nombre d'entre vous vu effectivement à Reims. Nous avions partagé également un moment à l'occasion de la journée des musées de fin 2023. Mais l'idée était vraiment là ensemble et je crois que c'est Alexia qui a la main sur le diaporama de partager, alors il y a tout ce que vous connaissez bien, mais un peu d'avoir des points et des focus d'actualité sur les grands sujets qui animent notre politique ministérielle de la transition environnementale, puisqu'il y a maintenant une année que nous avons publié le guide d'orientation et d'inspiration pour la transition écologique de la culture, guide qui a été publié, qui a été repris à son compte et réaffirmé comme étant ses objectifs et priorités par la ministre Rachida Dati. Donc c'est un projet qui a suivi deux ministres, mais qui traduit
au niveau du ministère de la Culture, évidemment, les engagements du gouvernement, donc qui sont continus sur cette thématique. Et sur ce guide, effectivement, les messieurs et les mesdames Jourdain de la transition écologique sont très nombreux partout dans les secteurs, puisque, on peut mettre la petite diapo-titre juste après, on a dans l'optique de travail qui était vraiment orienté, fixer des lignes, des objectifs, parce que nous savons qu'il est extrêmement important pour nous, pour l'ensemble des secteurs, de pouvoir se projeter dans des actions et de pouvoir mesurer ces progrès. Et puis l'inspiration, parce que nous appuyons sur tout ce qui existe et tout ce qui se fait de bien et qui peut inspirer d'autres acteurs. Et l'occasion de faire un petit clin d'œil à la vie d'avant d'Émilie, puisqu'on a quelque part le bus du MUSEM qui est en photo qui est en photo dans le guide. Mais je vais revenir sur effectivement des sujets, des points d'actualité que vous avez peut-être en tête ou pas, mais c'est pour vous donner les informations les plus précises possibles. On peut passer à la diapositive suivante, comme si vous vous souvenez ou si vous le découvrez, notre guide est constitué de trois grands pans d'action transversaux en termes de mesures d'impact, de mobilisation de financement et de questions de formation et d'information. Et je vais vous donner quelques éléments d'actualité sur ces différents points. Et puis ensuite, cinq grands piliers d'action. Donc, si on passe au sujet de mesure des impacts environnementaux, je ne vais pas revenir sur le chantier que nous accompagnons, le chantier d'ICOM France que nous accompagnons et dont nous avons parlé largement à Reims autour des questions des bilans carbone. Il y a également des chantiers qui se mènent autour d'outils qui vont être adaptés et je reviendrai tout à l'heure sur les questions, notamment climat et des sujets dans des lauréats d'alternatives vertes. Mais en termes de points, alors sur la biodiversité, nous sommes un peu débutants, mais on commence à voir arriver des propositions, y compris des propositions de calcul, d'indicateurs, de méthodes de calcul qui ne sont pas inintéressantes. Et nous avons lancé aussi un chantier et je le dis pour toutes celles et ceux d'entre vous qui peuvent avoir aussi des espaces de parc ou de jardin importants. On a des questions dans le champ, et notamment public, de labellisation autour d'actions en faveur de la biodiversité lorsque l'on a plus de 1000 mètres carrés d'espace vert, ce qui arrive très rapidement dans un environnement muséal et dans un périmètre aussi de monuments historiques. Et nous sommes en train, voilà, d'avoir des approches pour pouvoir être en capacité de permettre aux porteurs et aux acteurs culturels de pouvoir s'adapter sur peut-être les labels les plus pertinents. On a des labels éco-jardin, on a évidemment jardin remarquable au sein du ministère, on a des labels LPO qui sont intéressants. Donc, nous sommes en train d'avoir ce travail-là pour essayer de vous outiller, de vous accompagner. Et en point transverse, nous avons lancé il y a maintenant quelques jours, et je le mets, comment Anne-Claude l'a passé en lien dans l'invitation à cette réunion, une petite boussole écologique de la culture que nous avons baptisée Bouture, et qui a pour objectif de permettre à chacun, et je pense notamment aux plus petites structures, puisque les grands chantiers qui sont menés en termes de référentiel, c'est aussi et surtout pour aider celles et ceux qui n'ont pas forcément les moyens et la capacité d'action pour mener des actions très poussées seules. Et cet outil, c'est vraiment sur l'ensemble des thématiques de pouvoir en une dizaine de minutes. Et il a été testé par de nombreux acteurs qui nous ont certifié que les 10 minutes, ce n'était pas davantage. On répond à environ 35 questions et ça permet d'avoir un petit peu sa toile d'araignée de positionnement en termes de gouvernance, en termes d'action. Donc, c'est vraiment pour les dirigeants des structures culturelles. Et surtout, après cet outil, il y a un rapport qui est téléchargeable et dans lequel nous avons noté et indiqué énormément de ressources
D'ailleurs, c'est aussi je vous rappelle que sur nos pages transition écologique du ministère de la Culture, nous pointons également toutes les ressources intéressantes et accessibles pour les acteurs culturels. Mais dans ce bilan de bouture, il y a là encore des liens et tout de suite des aides pour pouvoir aller plus loin pour pour ceux qui le souhaitent. Donc ça, c'est un point important. Un sujet également qui était une adaptation concernant les musées et pas seulement, mais en l'occurrence pour les musées, ça a été un chantier très important autour du décret tertiaire et des adaptations de valeurs. Donc le décret tertiaire de 2019, c'est un dispositif qui encadre les attentes en termes d'économie d'énergie des différentes structures et pas évidemment uniquement culturelles et dans lequel on a deux façons de se positionner. Ça concerne toutes les structures de plus de 2000 mètres carrés qui soit travaillent sur la base d'une valeur relative et à la partie d'une valeur relative qui peut être au plus ancien, enfin la valeur la plus ancienne peut être une référence à l'année 2010. Ce qui est un point d'ailleurs intéressant pour les lieux qui auraient fait des travaux importants. Évidemment, si les travaux en termes de performance énergétique ont été faits depuis 2010, il y a tout intérêt à prendre l'année de référence avant travaux, puisque les travaux ont en général pour objet d'améliorer la performance. Et lorsque l'on fonctionne en valeur relative, les objectifs sont importants puisque les attentes en termes de niveau de baisse de consommation et d'économie d'énergie, c'est moins 40% à l'horizon 2030, moins 50% à l'horizon 2040 et moins 60% à l'horizon 2050. Donc par rapport à une année de référence, au plus tard 2010, mais ça peut être 2019, 2018. Donc ça, c'est un des aspects. Le second, ce sont des valeurs absolues, c'est-à-dire des valeurs qui sont indiquées comme des niveaux de consommation attendus selon les structures, selon les entreprises. À la suite de ce décret de 2019, nos collègues qui travaillaient sur ce sujet au ministère de la Transition écologique ont d'abord sorti des valeurs absolues très standards pour, par exemple, des espaces de bureaux, des espaces de commerce, enfin des lieux facilement appréhendables en termes de superficie et de volume. Et puis, lorsqu'il s'est agi d'aller plus loin, eh bien, ils ont fait un travail par filière et nous avons, avec d'ailleurs nos collègues des différents services métiers, vraiment poussé pour qu'il y ait une discussion approfondie dans le champ culturel. Parce que nous avons par définition, et vous êtes très bien placé pour le savoir, des espaces qui ne sont pas des espaces que l'on peut assimiler à des surfaces de bureaux. Donc le chantier qui a été mené et qui nous a permis d'ailleurs dans l'arrêté qui a été publié le 12 juillet 2024. Donc vous avez à l'intérieur toutes les valeurs de référence dans cet arrêté du 12 juillet et donc toutes les références qui vont concerner le champ des musées. Nous avons pu avoir de l'adaptation avec des valeurs spécifiques qui tiennent compte des différents types d'espaces. On ne va pas traiter de la même façon un hall d'exposition, d'un hall d'accueil, de lieu de réception, de lieu de réserve. Donc, tous ces points ont été abordés, sachant qu'au final, on sait que les structures n'ont pas évidemment forcément des compteurs différenciés, mais on va avoir un niveau global de consommation qui sera adapté. Et nous avons bénéficié également, ça a été une demande qui a été satisfaite pour les musées, pour les salles de spectacle, de pouvoir avoir la reconnaissance d'une salle qui est située dans une zone de protection patrimoniale. Et ça, c'est un point également très intéressant parce que protection patrimoniale n'est pas entendue uniquement au champ monument historique. C'est-à-dire, vous êtes un bâtiment qui n'est pas spécifiquement monument historique, mais qui est dans un périmètre, dans les abords d'un monument, qui est dans une zone de protection type PSMV, SPR, eh bien, vous êtes concerné par cette possibilité de bénéficier entre guillemets, d'un abattement d'environ 20% par rapport aux valeurs qui sont pointées, ce qui est une façon de tenir compte des contraintes spécifiques de
de ces bâtiments. Donc là, nous sommes maintenant sur des dispositions qui se mettent en œuvre. On a des délais qui sont assez longs, donc évidemment, ce sera très précieux pour nous de pouvoir, avec le service des musées de France, avoir aussi vos retours concrets de mise en application, voir vos questions, puisque nous continuons d'être en relation constante avec la DHUP sur ce sujet. Mais c'était voilà, un grand point de satisfaction pour l'adaptation et en tout cas le niveau de compréhension de nos collègues des spécificités des secteurs culturels et en l'occurrence des musées, et ce qui était un point extrêmement important pour nous. Dans les autres grands sujets, alors on a les questions de financement. Donc c'est la diapositive suivante. Donc juste pour mémoire, vous le savez, dans le cadre d'Alternatives vertes 2, il y a eu plus. Maintenant, il commence à y avoir des lauréats dans le champ du monde de l'exposition et des musées, et nous en sommes très heureux. Je vous ai pointé quelques exemples, celui d'un fournisseur que vous connaissez tous, Chenu, et son travail autour de l'éco-conception d'emballage à partir de carton pour les œuvres. Et puis les chantiers d'ICOM prenant le contrôle du climat, ou de Paris Musée sur une plateforme de calcul et d'analyse d'impact des expositions. Ce sont des exemples qui sont vraiment, je pense, en réponse et des besoins très clairement identifiés par les professionnels. Et ce sont des sujets, là encore, que nous suivons de façon très attentive, aussi pour mettre en valeur les travaux et les points d'étape. Nous avons, il y a quelques 3, 4 semaines, peut-être 3 semaines, réuni l'ensemble des lauréats alternatives vertes à l'Opéra Bastille, et c'était un point très intéressant de voir se croiser finalement des projets qui, a priori, n'étaient pas forcément dans les mêmes domaines d'intervention. Je vous donne l'exemple des projets des maisons d'opéra du collectif 17h25 sur des structures prototypes servant de base pour les décors, c'est-à-dire des structures avec des systèmes boulons ronds carrés qui se montent et qui permettent ensuite d'être décorés ou de recevoir des supports. Et il y avait des participants dans la salle qui étaient plutôt du monde de l'exposition et qui disaient, mais en fait, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, ça peut donner lieu à des échanges ultérieurs. Cette alternative verte 2, si vous vous souvenez, puisque nous en avions déjà assez largement parlé, on avait une enveloppe budgétaire jusqu'à la fin de l'année 2024. Il y a eu un sujet administratif à traiter, hein, c'était pas un problème de plus d'argent, puisque les vagues avaient été aussi anticipées pour permettre aux projets qui arriveraient fin 24 de pouvoir être accompagnés. Donc, nous aurons une alternative verte 3, euh, dont l'appel à projet devrait être publié. Il ne vous échappera pas qu'il fallait un Premier ministre pour pouvoir à un moment signer, puisque ce sont un projet qui concerne complètement évidemment le ministère de la Culture, puisque nous sommes partie prenante et opérateur de ce programme, mais avec le concours de la Banque des Territoires et le concours du Secrétariat général pour l'investissement, donc rattaché directement au Premier ministre. Donc nous devrions dans les prochains jours avoir la publication de cet appel à projet d'une alternative verte 3. Et pour celles et ceux d'entre vous qui sont en train de réfléchir ou d'anticiper des projets, vous dire que les questions d'innovation, de partage, de travail coopératif autour de ces projets qui existaient dans Alternative Verte 2 vont se poursuivre dans Alternative Verte 3. On ne change pas la nature et le dimensionnement du projet en tant que tel. Et les délais de dépose, bon, je crois que je n'ai pas le droit de vous le dire, mais c'est pas grave, c'est Noël. Le délai de dépose devrait être poussé à fin février
pour permettre à tout le monde d'avoir le temps de mener à bien les projets, parce que nous sommes voilà, dans un timing qui fait que si la publication arrive au moment de la trêve des confiseurs, ce n'est pas très charitable pour les porteurs de projets. Donc vous rassurez sur cette question. S'agissant des financements interministériels de type fonds vert, alors nous n'avons aujourd'hui pas de visibilité sur des programmes qui sont de niveau national, qui ont accompagné notamment des établissements publics de façon assez intéressante, qu'on soit sur les questions de l'énergie ou qu'on soit sur d'autres sujets comme l'eau, la biodiversité, où nous avons pu, au niveau du ministère de la Culture, soutenir un certain nombre de projets intéressants. Bon, ce n'est pas un point sur lequel nous sommes très optimistes pour l'année prochaine, mais nous allons essayer de travailler et avec nos collègues, là on est sur un périmètre établissement public, hein, ministère, donc ça ne concerne pas grand monde parmi vous, mais tout de même certains d'entre vous. Nous allons essayer de travailler sur les questions vraiment énergie pour voir comment pouvoir soutenir tout de même nos établissements. En revanche, les fonds verts, ce sont également les fonds verts au niveau déconcentré, donc suivis par les préfets de département. Donc là encore, il sera important de savoir quel est le niveau des enveloppes, mais savoir que ces fonds verts ont été, dès leur annonce, dimensionnés jusqu'en 2027. Donc point d'attention sur quelles seront les volumétries. Mais là, pour toutes celles et ceux qui sont dans des lieux où on va avoir du financement, collectivité territoriale et capacité à mobiliser du fonds vert, donc fonds vert État géré par les préfets de département, vous pouvez passer évidemment par les conseillers musées des DRAC, par les services des DRAC. Ce sont des actions qui ont vocation à continuer. Bon, ah ben je vois qu'il y a un point, je vois que Cécile, parce on était effectivement, bah, moi j'étais plus optimiste sur cette question précise. Et puis d'autres chantiers qui sont importants autour des points de label bas carbone, qui là n'a notamment dans des actions, on va retrouver des lieux qui ont potentiellement de la diversité dans aussi dans les implantations d'allées d'arbres. Enfin, on a plein de projets sur lesquels il y a eu des financements assez intéressants pour des établissements et des structures culture. Donc voilà, point d'attention et on espère surtout que sur les questions énergie, on pourra tout de même avoir de l'accompagnement. Sur les sujets de formation et d'information, alors nous avons posé un grand sujet qui était si on veut travailler sur un changement vraiment systémique autour des questions de transition écologique, ben, il est important évidemment d'agir dans les structures au quotidien, mais évidemment de préparer aussi les futures générations euh, pour, euh, pour être en capacité d'agir et d'être le mieux et le plus formé possible. Et là, nous sommes sur un point, est-ce que je pense que le questionnaire sera lancé aujourd'hui ou demain, c'est-à-dire un questionnaire d'enquête pour toutes les écoles de l'enseignement supérieur culture que nous avons présenté en CNESERAC cette semaine, c'est-à-dire Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche culture, donc à destination de toutes les écoles, y compris évidemment les écoles de champ patrimonial, les écoles d'archi, les écoles d'art, sur la façon dont les questions de transition écologique sont intégrées, soit dans des formations spécifiques, soit dans des transformations de formations préexistantes. On pense notamment aux questions de sources d'inspiration, de management et de sujets pratiques pour un certain nombre de professions. Donc voilà, ça c'est un assez gros chantier qui se lance et que nous suivrons sur toute l'année 2025. Euh, pour maintenant, en balayant, en vous donnant simplement quelques petits éléments d'actualité sur les 5 grands piliers d'action autour du créer autrement, qui alors on peut passer à la diapositive suivante et même à celle juste après.
Voilà, c'est les 5 grands piliers transversaux. Mais pour vous donner les points d'actualité et de nouveautés, un point que vous connaissez, il y a le chantier en cours dans les questions de travail et de production éco-responsable dans les différents secteurs. Le chantier en cours autour d'une norme AFNOR qui réunit des acteurs des musées, des expositions et des scénographes. Donc un chantier qui est maintenant bien engagé. Dans le cadre de l'éco-conception, je rappelle également le lauréat d'Alternatives vertes, le Augure Lab, enfin pardon, oui, les Augures scénographie, qui ont une base assez intéressante et qui est transverse, spectacle vivant et monde de l'exposition. Et vous dire aussi que nous étions engagés, c'est dans le guide, à essayer d'apporter des réponses juridiques autour des questions et des leviers possibles pour activer les sujets d'économie circulaire dans les lieux culturels et notamment en essayant de résoudre des sujets juridiques que vous pouvez rencontrer toutes et tous sur le terrain et notamment de statut entre statut public, statut privé. On sait qu'il y a un certain nombre parfois de difficultés. Donc, cette étude juridique a été présentée aux participants au groupe de travail dans le courant du mois de novembre et nous allons la diffuser sur notre site du ministère d'ici la fin de l'année. Et quelques grandes thématiques qui seront abordées dans cette étude, la question de la sécurisation des investissements partagés, la question de voir comment travailler pour qu'une subvention puisse intervenir et être au bénéfice de plusieurs partenaires. Un travail qui était, je crois, assez attendu sur le cadre que nous pouvons développer, un cadre favorable pour la mutualisation. Et puis des questions relatives au réemploi de matériaux, chantier sur lequel nous allons enclencher un travail supplémentaire. Je pense là quelque chose qui concerne aussi bien les scénographies dans les musées, dans les expositions que dans le spectacle vivant, sur toutes les questions des retardateurs de feu et des matériaux. Donc là, nous avons voilà, pris un contact avec le ministère de l'Intérieur pour pouvoir aussi travailler avec eux, puisque quand nous sommes dans des thématiques et dans des lieux recevant du public, évidemment, les questions des commissions de sécurité entrent en ligne de compte et nous demandent de pouvoir, voilà, de pouvoir avancer et travailler sur ces points. On peut passer à la diapositive suivante et même à celle juste après. C'est donc sur la mutualisation, c'était un de nos objectifs, donc il est posé à cet endroit-là. Dans le cadre du numérique, c'est un second grand pilier, nous aurons une petite diffusion, mais il y a eu cette année les Augure Lab responsables sur le numérique responsable, qui est un programme que soutient le ministère de la Culture. Il y a eu la promotion 2024 qui vient de diffuser ces livrables autour d'un certain nombre d'items dans le champ de l'action du numérique responsable. Parmi les participants, il y avait plusieurs acteurs du champ des musées. Donc, c'est un point sur lequel il y a des outils assez intéressants et qui vont être diffusés, et notamment un outil qui est un petit point de calculette d'aide à la décision sur les ressources, qui logiciel ouvert, logiciel métier, qui aujourd'hui est un peu abrupt, qui est un outil un peu pour les DSI, mais que nous allons essayer de rendre un peu plus convivial, donc avec le service du numérique au niveau du ministère. Je vois que j'ai mon délai, donc il faut que j'aille très très vite pour essayer de vous dire les dernières petites choses. Euh, Dans le champ architecture, territoire, paysage, les chantiers avancent bien sur les questions relatives au DPE, à la prise en compte des matériaux anciens. Donc ça, c'est un point qui vous concerne moins directement, mais la prise en compte des matériaux anciens et de leur capacité de performance énergétique, c'est un sujet qui, par définition, tout périmètre qui est dans un environnement ancien pourra en tirer un bénéfice.
et dire qu'il y a dans les nouveaux guides à paraître en début 2025 du ministère de la Culture et du ministère de la Transition écologique, c'est vraiment très important d'avoir ces chantiers menés conjointement. Ce n'est pas une politique qui s'impose à l'autre, mais ce sont deux politiques qui travaillent de concert. Il y en a un qui arrive sur les questions de rénovation thermique du bâti ancien, donc avec des propositions qui vont dans un sens d'une meilleure performance énergétique tout en respectant le patrimoine et en ayant aussi le souci de ne pas avoir forcément des propositions qui sont extrêmement coûteuses ou qui renchérissent les coûts de travaux. Donc ça, je pense que pour les maîtres d'ouvrage, c'est un point important et ces guides vont être accompagnés de propositions de formation, notamment à destination des architectes des bâtiments de France et des conservateurs du patrimoine. Donc, c'est un chantier qui avance bien. On peut passer les deux, celle-là, c'est vraiment juste pour mémoire, vous le reverrez dans le support. Les questions de conservation verte, on a le chantier avec ICOM qui est un point important. Et puis également le sujet en cours, et on peut passer, je pense, à la diapositive suivante, qui sont les questions d'adaptation au changement climatique. Vous l'avez sans doute vu, mais le troisième plan national d'adaptation au changement climatique était là en consultation et il y a pour nous un enjeu majeur, hein, je pense que vous le savez tous, hein, dans le cadre des plans de continuation de l'activité, d'intégration de ces risques. Et nous avons vraiment un sujet qui nous tient à cœur, c'est de travailler sur une cartographie. Donc, dans le périmètre MTE, il y a un travail important qui est en cours de cartographie des risques que nous aimerions pouvoir croiser avec les cartographies de structures et de lieux culturels pour pouvoir aider voilà, les décideurs, les maîtres d'ouvrage à être plus en capacité de réagir et d'anticiper ces risques. Et un dernier petit point, parce que c'est une question qui intéresse un certain nombre de musées parmi vous et d'acteurs culturels. Nous avions lancé un chantier sur la façon dont nous allions pouvoir prendre la prise en compte du poids carbone des publics internationaux. Puisque nous avions observé qu'il n'y avait pas forcément toujours les mêmes méthodes de calcul, que certains établissements se surtaxaient, entre guillemets, d'autres le minoraient. On était plutôt dans le champ culture à avoir tendance à prendre trop en charge le poids de ces visiteurs. Nous avions lancé un groupe de travail avec le département des études et des statistiques du ministère de la Culture, avec l'ADEME et avec les établissements publics chez nous les plus concernés. Il y avait le musée d'Orsay, le musée du Louvre et l'Opéra de Paris. Et nous sommes arrivés à un point et à une petite, sur la base des données de l'ADEME, à une calculette qui a été élaborée avec le DEPS chez nous. Nos établissements opérateurs tests ont été apparemment convaincus par cette proposition qui vise vraiment à pouvoir avoir une prise en compte affinée au nombre d'heures et d'être sur quelque chose qui permette de régler ce sujet d'une façon harmonisée. Et nous attendons aujourd'hui que l'ADEME puisse, pour nous comptons évidemment le recommander à l'intérieur du ministère pour nos opérateurs, mais pour nous, c'est un sujet qui intéresse au-delà, qui intéresse également le champ des festivals et des acteurs qui ne sont pas sous tutelle ou dans le périmètre ministère de la Culture. Donc, nous attendons que l'ADEME officiellement puisse aussi recommander ce point d'atterrissage de ce groupe de travail qui est donc maintenant terminé. Donc, c'était un point dont on parle depuis un petit moment. Donc, j'espère qu'on pourra le diffuser largement dès le début de l'année 2025. Et je crois que j'ai dû complètement exploser mon temps. Je suis à 30 minutes et j'en suis désolée. Voilà. Merci pour votre attention. Pardon, j'avais enlevé mon micro. Un grand merci, Karine. Alors, vous avez un petit peu explosé le temps, mais il nous reste encore une bonne vingtaine de minutes pour échanger, donc c'est parfait. Un grand merci pour avoir mis en lumière
toutes ces initiatives initiées, portées par le ministère, toutes ces pistes d'action et ces leviers à activer. Et je le dis, voilà, en portant le témoignage de directrice d'un musée territorial, petit ou moyen, je ne sais pas comment il faut le considérer, mais où en effet, on est sensibilisé par nos tutelles, mais sur des enjeux plus transversaux, plus larges, voilà, que ce soit par les services techniques, les services, les DSI, voilà, la question des aussi par les DRH pour tout ce qui est circulation des déplacements des agents. Mais c'est vrai que dès qu'on est sur des choses très spécifiques liées à nos activités, nos pratiques, notre cadre réglementaire, ça devient plus, enfin, c'est vraiment à nous de faire la démarche pour faire remonter les informations auprès de notre tutelle et mettre en place ces différentes feuilles de route. Donc un grand merci. Alors évidemment, on peut aller les chercher ces informations sur le site du ministère, etc. Mais c'est bien de temps en temps de voilà d'avoir l'ensemble de ces informations réunies sur ce moment d'échange. Donc un grand merci. J'ai pris beaucoup de notes et voilà. On est dans le moment des évaluations avec les équipes, donc je vais pouvoir fixer plein d'objectifs à mes équipes. Je vais laisser la parole, on va laisser la parole à vous tous, puisque je vois que vous êtes nombreux à nous suivre. Est-ce qu'il y a des questions, des compléments d'information? Vous pouvez prendre la parole en me levant la petite main ou mettre dans le chat des questions. Alors, je ne vois pas de questions dans le chat. Je ne vois pas de questions. Bonjour, moi j'ai une question. Je suis désolé, j'ai pas trouvé où était l'outil main sur C'est pas Zoom. grave, J'utilise c'est pas plutôt Teams grave. en général. J'avais une question sur l'aspect monument historique qui, du coup, dans les musées nous concerne souvent. Est-ce que, du coup, il s'agirait vraiment d'une nouvelle doctrine qui serait définie ou de recommandations? Enfin, quelle forme est-ce que ça prendrait? Alors, sur le sujet autour des questions monuments historiques et transition énergétique, on a plusieurs champs d'action. Le premier qui était avec circulaire et le guide, c'est les questions d'implantation du photovoltaïque, y compris, on le voit, dans des environnements monuments historiques où des choses sont possibles. Et là, ce sont vraiment à chaque fois, que ce soit la circulaire signée qui avait été signée des deux ministres transition écologique, transition énergétique, culture et le guide ayant valeur de circulaire. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une logique de doctrine qui s'adresse, et d'ailleurs moi des ABF m'ont dit localement, ça nous aide beaucoup parce que évidemment c'est intéressant pour le porteur de projet, parce que ça veut dire c'est la doctrine de l'État, c'est un chantier mené donc conjointement transition écologique et culture. Donc, à un moment, vous imaginez les discussions pour arriver sur des points d'accord, et c'est transmis directement aux préfets de région qui sont l'autorité qui des DRAC, qui des DREAL. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que l'on va retrouver, c'est vraiment un double impact. C'est aussi bien pour avoir une doctrine commune au niveau des services de l'État, au niveau déconcentré, et c'est aussi pour aider les porteurs de projets et puis pour aussi travailler sur les questions de conseil. Le second grand chantier, mais qui là concerne moins directement les monuments historiques, c'est autour des sujets DPE, valeurs, formation des diagnosticiens, mais c'est quand même contribuer à ce que la culture s'améliore dans la façon de prendre en compte les matériaux anciens. Parce que si on prend l'exemple logement, 10 millions, un tiers des logements en France sont dans du bâti ancien, un tiers sont dans une zone patrimoniale. Donc, ça fait 10 millions de logements à chaque fois. Donc, quand on travaille sur ces sujets, c'est un point important pour tout le périmètre monument historique. Et là, sur les questions de confort thermique, c'est là encore, parce que c'est aussi bien le confort d'été que le confort d'hiver, c'est du travail avec des recommandations et qui a vocation à être le même point, là encore, de doctrine conjointe, transition écologique et culture. Et puis après, à faire du travail de pédagogie, d'où l'importance de la formation, d'où le fait que nous avions pointé, nous, l'objectif à horizon de l'année prochaine, d'avoir la formation de la totalité, donc de la totalité des ABF et des conservateurs du patrimoine en DRAC, formés sur ces nouveaux sujets pour justement améliorer la prise en compte de la culture le plus rapidement possible. Voilà, et pouvoir aider les acteurs sur le terrain. Et j'ajoute un sujet
qui est un outil cette fois-ci de gestion urbaine dans laquelle vous pouvez vous trouver en tant qu'espace patrimonial ou que lieu ou que MH. C'est les sujets de PSMV, de plan de mise en valeur et de sauvegarde, enfin de plan de sauvegarde et de mise en valeur, où on retrouve les thématiques, des grandes thématiques, transition écologique, îlot de fraîcheur, confort thermique, mobilité, qui deviennent des vrais plans de gestion d'un environnement urbain. Et c'est vraiment un travail d'évolution de la doctrine et d'implication des services patrimoniaux. Donc, j'espère que cela pourra vous être utile au quotidien. Et n'hésitez pas, via ICOM, à nous faire remonter toute question parce que pour nous, on se nourrit de ce que vous vivez sur le terrain pour essayer de faire bouger, d'améliorer les choses. Merci. Karine, il y a une question dans le chat, alors qui va ouvrir sur d'autres débats, d'autres problématiques et des sujets. Il faudra sans doute un jour qu'on aborde plus précisément. Donc je vous lis donc c'est Aude Porceda qui nous fait part que c'est exceptionnel et exemplaire ce que le ministère de la Culture et l'ensemble des groupes engagés sont en train de réaliser, qui vous félicite et par curiosité intellectuelle qui se demande si des projets sur les enjeux des réserves qui débordent et l'aliénation des objets sont des sujets inscrits dans les problématiques de durabilité ou est-ce encore complexe? Voilà, donc là on touche en effet sur la notion Et sur quoi le point est complexe. d'inaliénabilité et sachant que c'est en effet des sujets qu'on commence à aborder de comment Voilà. ces choses-là vont. Je pense que là, ce sont des sujets pour les communautés scientifiques qui voilà, commencent à avancer effectivement sur quid de la conservation, comment, dans quelles conditions, parce que travailler aussi sur les conditions dans lesquelles on va conserver, je pense notamment dans les conditions climatiques, ça peut entraîner des changements et des plus grandes facilités à conserver à moindre coût. Voilà, mais là, ce sont des sujets sur lesquels moi, je ne m'élève pas au-dessus de ma condition et nous sommes vraiment derrière. Là, je pense au chantier qui était mené par le SMF et par le C2RMF sur les questions des niveaux des températures de conservation dans les salles. Ça rejoint Refresh également. Voilà, ça, ce sont des sujets que nous essayons vraiment de pouvoir accompagner, mais qui sont, voire à provoquer, hein, parce que je pense que le chantier et que les sujets ne vont pas s'épuiser en quelques semaines ou même en quelques mois ou années. Il y avait une question sur les questions d'éco-conditionnalité. Alors, le chantier dans les achats, il y a un grand travail en interministériel sur les achats publics. Et nous, au niveau ministère de la Culture, la mission ministérielle des achats, évidemment, traduit ces politiques interministérielles et est en train de travailler sur des clausiers. C'est pour ça d'ailleurs que dans l'étude juridique, il y a des sujets que nous n'avons pas traités dans l'étude juridique qui a été rédigée par un cabinet d'avocats et par un consultant, un éco-consultant, parce qu'il y a d'autres chantiers en cours. Il y a le CSPLA, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, par exemple, qui est en train de travailler, qui rendra son rapport à mi-25 sur les questions d'intégration des droits d'auteur dans la transition, notamment sur les sujets de réemploi, de droits des scénographes, enfin des sujets qui ne sont pas qu'à ce niveau-là. On parle aussi logiciel, audiovisuel, livres d'occasion. Enfin, vous imaginez le foisonnement des sujets. Mais également la question des clausiers pour les marchés d'achat. Et ce sont des points importants. Et il y a voilà, énormément de champs aussi d'alimentation qui sont des points importants pour celles et ceux qui peuvent avoir des lieux de restauration, par exemple. J'ai vu qu'il y avait une autre petite Oui, il y question. a une autre question là de Monsieur ou Madame Trottin. Merci pour ces infos. Étant dans un contexte où nous ne sommes pas propriétaires de nos lieux d'exposition, comment amener, guider une mairie au mieux pour un projet de rénovation cohérent dont elle n'a pas le Alors, oui. budget? Alors, sur les questions Alors, moi, c'est un point. J'ai travaillé en DRAC, donc le travail avec les collectivités territoriales, nous, on le pousse vis-à-vis de nos acteurs DRAC, hein, localement. Mais on a aussi des chantiers que l'on mène avec la FNADAC. Et moi, j'ai commencé
déjà à avoir une rencontre avec l'ensemble des permanents des associations d'élus et elle commence à voilà, aller. Parfois, c'est fait de façon spontanée. Moi, j'ai déjà été invitée dans plusieurs réunions, conventions nationales de telle ou telle association d'élus pour partager justement sur comment essayer de faire progresser les sujets là où nous sommes, comme on le dit joliment, en financement croisé ou pas du tout en financement croisé ou en contrôle scientifique et financement collectivité pour, voilà, pour essayer de travailler de façon harmonieuse. Et il y a des sujets, je pense notamment au sujet de la mobilité, sur lesquels les collectivités ont en tête de pouvoir. Là, on a lancé quelque chose récemment avec France Urbaine, le secteur des sports, le secteur aussi le secteur des festivals. Parce qu'on a des points où on se rend compte qu'on peut expérimenter des choses dans le champ culture et peut-être après le démultiplier. Donc, en tout cas, moi, continuer le Tour de France des associations d'élus, c'est un de mes objectifs de début 25. Après, ben, j'ai vu la petite réserve de Cécile, donc on sera évidemment très vigilant sur ce que sont les fonds interministériels qui seront disponibles. Mais les DRAC travaillent aussi beaucoup en proximité avec les élus. Après, voilà, nous avons parfaitement conscience, on a un gros sujet autour des bibliothèques, médiathèques. Voilà, nous avons conscience des difficultés des finances des collectivités territoriales et de leurs arbitrages qui sont parfois compliqués pour des décisions d'investissement lourds dans nos secteurs, d'où aussi le fait de travailler pour permettre d'améliorer les performances sans forcément, c'est le sujet vraiment de nos collègues du service des patrimoines dans le futur guide, d'avoir des pistes de choses qui ne sont pas forcément ultra coûteuses. Mais c'est un travail au long cours et en tout cas, nous avons parfaitement conscience du sujet et de la difficulté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, pour préciser, en effet, mais je vois qu'Anne-Claude l'a indiqué le chat sur la question de l'alignation des collections. Hein, quelques réflexions ont été partagées à un moment de la journée professionnelle d'ICOM France, notamment par la directrice du SMF. Et sans doute faudra-t-il à un moment aller plus frontalement sur ces questions. Voilà, mais ça méritera d'autres temps d'échange et d'autres temps voilà, de En tout débat. cas, c'est un point que nous avons dans le... Voilà. Et qu'en effet, on est nombreux à pouvoir s'interroger sur certaines questions. Peut-être moi j'avais une question sur à l'échelle européenne, est-ce qu'il y a un travail d'échange, de coordination entre ministères de la culture sur toutes ces questions pour Alors, il y a partager des... tout à fait. Donc, il y a une MOOC, c'est une méthode ouverte de coopération qui est ouverte autour des questions de transition écologique dans le champ de la culture. Donc, moi, dans mon équipe, c'est Patrick qui a demandé de suivre ce chantier, donc qui va régulièrement à Bruxelles rencontrer des homologues d'autres pays européens. Et donc, alors, bon, la mauvaise nouvelle, c'est que la France fait un petit peu plus de choses que d'autres pays. Donc là, aujourd'hui, nous sommes plutôt Bonne ou à mauvaise faire nouvelle. passer, nous sommes plutôt à faire passer des informations, mais il y a quand même des endroits où il se passe des choses. En tout cas, il y a cet endroit pour échanger des idées et puis sur des sujets qui vont être des sujets sur lesquels on sait qu'il y a des niveaux d'harmonisation qui devront intervenir à des niveaux européens voire au-delà. Je pense évidemment au sujet des conservations, des conditions de conservation pour les œuvres. Enfin, en tout cas, ce chantier-là existe pour le champ culture au niveau européen et c'est une réflexion et c'est un travail qui est en cours avec la Commission. Merci. Y a-t-il une dernière question ou des remarques? C'est bien, on est parfait au niveau du timing. Alors, je ne vois pas d'autres personnes qui prennent la parole. Donc, il me Il y avait reste une à... Ah, question, si, excusez-moi, une il y a question. une question qui a été oubliée dans les commentaires, Ah, pardon. l'avant-dernière, Euh, sur les marchés. Si, sur les marchés, Karine s'est exprimée sur Ah, pardon, autant l'éco-conditionnalité pour dans les moi. marchés. Oui, Autant pour oui, moi. elle a répondu à la question. Voilà. Vous pourrez réécouter en replay la réponse.
Voilà. Vous pourrez. Ça, c'est un super programme de vacances de Noël, franchement. Bon, en tout cas, Karine, on souhaitait. Ah, il y a un nouveau message. Alors, on va quand même regarder le message. Ah non, merci. Des remerciements. Donc, voilà, un grand merci pour toutes ces pistes que vous avez partagées avec nous, tout ce laboratoire d'innovation et beaucoup d'inventivité, voilà, tant au sein du ministère que voilà, par tous les partenaires qui vous accompagnent. Donc, un grand merci d'avoir partagé ça avec nous en cette fin d'année. Je voulais aussi remercier donc Anne-Claude Maurice et Alexia Maquinet de leur aide à la préparation de ce rendez-vous. Et puis je finis en vous annonçant quelques rendez-vous, les prochains rendez-vous d'ICOM France pour début 2025. Donc, comme les années précédentes, ICOM France sera présent au Salon Muséum Connexion. Donc, vous pourrez nous retrouver là-bas. On pourra vous remettre la version imprimée de nos journées professionnelles de Reims. Donc, c'est les 14 et 15 janvier prochains. Je n'ai pas vérifié, mais ça doit toujours être à Porte de Versailles. Donc, rendez-vous là-bas. Et puis, je voulais vous annoncer les 2 prochaines dates du cycle des 52 minutes. Donc toujours le jeudi de 12h30 à 13h30. Donc rendez-vous le 30 janvier 2025 pour la présentation des résultats de l'enquête européenne de Centomus, donc qui porte sur les publics. Ce programme qui a permis au musée de sonder et d'impliquer les publics dans leurs actions. Donc les résultats seront présentés le 30 janvier par Francis de Bonner, et ce qui lui permettra également d'annoncer la prochaine consultation. Voilà, en lien avec cette enquête européenne. Et puis, je vais annoncer aussi la date du 27 février, puisqu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, puisque ça sera à mon tour de vous parler d'un projet que nous portons au sein de mon musée, donc musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale, donc un musée avec des collections d'ethnologie vitivinicole, donc collections agricoles. En se posant la question de comment un musée aujourd'hui se positionne avec ce type de collection et les programmations culturelles et programmes de recherche qui vont avec pour accompagner la filière, donc là en l'occurrence c'est la filière viticole, dans la transition écologique et comment on peut avoir un rôle d'ambassadeur auprès de nos publics pour justement sensibiliser sur toutes ces questions de transition écologique, mais donc là pour un autre secteur économique et comment on peut travailler avec ce secteur économique, donc en l'occurrence la vigne et le vin, et vous voyez que derrière moi, il y a une flûte de champagne, donc nous sommes déjà dans le sujet. Et ce qui est plutôt une jolie transition pour vous souhaiter à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et vous donner rendez-vous en 2025. Merci à tous, et encore merci Karine. Merci Karine. Merci à vous pour l'invitation. À très bientôt. À Au revoir. bientôt, À très merci. bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.